L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes InPower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner, de soutenir le podcast. Bonne écoute! Souvent, quand t'es TDAH, t'as en parallèle de tes sessions de psy l'orthophonie. Et en fait, mon orthophoniste, je me rappelle de son nom et tout, je l'ai trouvé exceptionnel. Mais les séances de psy, c'était vraiment pas mon truc, du tout. Ce qui a fait que plus tard, quand j'en ai eu besoin, j'ai pas du tout eu envie. Dans le sens où, forcément, quand j'ai vécu le décès de mes parents, il a fallu que j'aille voir un psy. Et puis, ça marchait pas, quoi. Ça marchait pas parce que j'étais trop angoissée de ce que j'avais connu petite et que j'avais pas du tout envie de revivre ça. Et à chaque fois, on me poussait à y aller. Donc, j'y suis beaucoup allée. Mais sans du tout vouloir. Donc, quand t'as pas envie, ça marche pas. Donc, j'ai vu beaucoup de psys différents adultes. Jusqu'à ce que j'en trouve une vachement bien. Et puis, je suis arrivée à un moment où j'ai eu la sensation qu'elle pouvait plus m'aider. Et donc, j'ai cherché quelqu'un d'autre. Et là, je viens de commencer une nouvelle thérapie ce matin. Donc, et franchement, le premier rendez-vous s'est hyper bien passé. Donc, je suis hyper... pas enthousiaste, mais optimiste. Comment t'expliques ce que c'est être TDAH ? C'est quelqu'un qui a des troubles de l'attention, donc qui va avoir une concentration assez réduite, qui va avoir du mal à... ça va être à se concentrer sur quelque chose, ça va être à rester dans une discussion, c'est beaucoup dans sa tête, et à la fois avec ou sans hyperactivité. Il se trouve que moi, c'est avec, c'est quelqu'un qui est plein de vie, aux yeux des gens trop plein de vie, qui a en vrai un super pouvoir. C'est juste que c'est pas vu comme ça. Mais à mes yeux, c'est un super pouvoir parce que grâce à cette hyperactivité-là, moi, j'avoue que je fais plein de choses dans la vie. Donc c'est vrai qu'à 8 ans, j'imagine que ça doit être difficile. En fait, la différence est toujours difficile à vivre dans notre société, encore plus quand on est enfant, quand on aspire tellement à être intégré et à rentrer dans le moule. Comment est-ce que... C'est un trigger. Ça, c'est la phrase que j'ai le plus entendue de ma vie. Tu ne rentres pas dans le moule ? Alors, non, c'est ça le pire. C'est pas tu ne rentres pas dans le moule, c'est elle rentre pas dans le moule. Genre devant moi, à mes parents, mais pas à moi, genre. Comme si j'étais pas là, tu vois. Ça, c'est une phrase qui aujourd'hui fait partie de mes plus grandes forces de façon évidente, mais genre à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, et pendant toute ma scolarité, j'ai entendu des gens dire à mes parents devant moi, comme si j'étais pas là, elle rentre pas dans le moule. Alors j'ai une information pour tous les profs qui sont pas capables de remarquer la présence de l'enfant, ça marque, en fait, ça marque. Voilà, donc si jamais un jour il y a un enfant qui est là, peut-être faites-le sortir si vous avez besoin de dire ça à ses parents, ou alors lui expliquer ce que ça veut dire. Ouais. Parce que moi, j'ai juste eu l'impression d'être une meuf qui avait pas le droit d'appartenir au reste du monde. Donc, petite, c'est hyper violent. Mine de rien, t'as été quand même aussi très tôt confrontée à une passion, je pense, qui t'a nourri. Imagine, t'avais pas découvert la musique aussitôt. Figure-toi que c'est pas une confrontation, c'est vraiment le truc qui m'a sauvée. Dans le sens où donc c'est ma nounou qui m'a un peu introduite à la musique, et j'ai compris que ça allait me sauver du fait que j'avais pas de potes, que j'étais toute seule et que j'étais la petite fille bizarre qui prenait des médicaments. Tu vois ? J'ai compris que la musique, ça me faisait du bien, que chanter, ça me faisait du bien, et que c'était le seul truc qui allait me soigner, en fait. Et au final, c'est la seule chose que j'ai jamais arrêtée. Ça, c'est un peu un truc de TDAH. T'essayes plein de trucs, t'adores tout, et t'abandonnes un peu tout. Mais il y a des passions que tu gardes, quoi. Moi, c'est la musique. Ouais. Clairement, ça m'a cadré, en fait. Ouais. Dans ma vie entière, ça m'a cadré. À l'époque où j'ai 17 ans, quand je suis en interview, je me mets à parler comme ça. Tout le temps, je parle comme ça. Parce que tu vois, c'est une voix plus douce, c'est une voix un peu plus assurée, mais douce. Et puis, j'ai envie que les gens ils m'aiment bien. Donc, je fais tout pour que les gens ils m'aiment bien. Donc, tout ce que je montre de moi, c'est des trucs parfaits. Sauf que, en fait, c'est pas la vraie vie. Et en fait, j'ai mis du temps à me détacher de ça. J'ai commencé à me détacher de ça sur mon 3e album.
Et mon 4e album, c'était clairement celui que je viens de sortir là, Ouais. c'était clairement bon. Bah, regardez, en fait, Fuck salut, c'est moi. everyone. Bah non, pas fuck everyone, parce qu'en vrai, everyone, c'est les gens qui ont fait que je suis là aujourd'hui, tu vois. Ouais, non, je Mais parle par plutôt des contre, médias, mais... Aussi. Oups. Mais c'est aussi genre... Oh, j'en ai marre, en fait. Ouais. Je suis pas parfaite. Voilà, info, je ne suis pas parfaite. Ouais. Et donc, je vais arrêter d'essayer de vous montrer que je suis quelqu'un de parfait, parce que je le suis pas. Mais en fait, c'est tellement vrai ce que tu dis. Et en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi, du coup, cette recherche de la perfection persiste. La société. Parce que, ouais, la société, mais tu vois, sachant que ça ne sert ni les personnes qui essayent de l'être, ni les personnes qui regardent, parce que du coup, ils ont l'impression qu'il n'y a que des gens parfaits. Enfin, le sentiment que tu décris, j'en ai pas parlé encore, parce que c'était il n'y a pas du tout longtemps, mais j'étais sur le plateau de Quelle époque il y a 10 jours. Voilà, j'aime beaucoup Léa Salamé, elle est venue sur le podcast, j'aimais beaucoup les gens présents, mais j'ai ressenti un énorme malaise pendant tout le tournage. C'est normal. Vraiment en fait, tu vois, j'avais envie de crier aux gens, genre, mais arrêtez. Genre, arrêtez de jouer un jeu. Genre, tu sais, je sentais que c'était à qui fera la plus grosse blague, à qui réussira à faire le plus son intéressant. J'avais l'impression de revenir au collège. Ouais, bah c'est clairement ça. T'avais un peu la bataille des gens qui essaient d'être populaires, qui essaient de se faire une place et tout. Et en fait, ça crée beaucoup d'anxiété. Ça m'a un peu dégoûtée du monde de la télé, quoi. J'étais un peu là, mais en fait, si c'est ça, et du coup, toi-même, t'essayes, comme tu vois que tout le monde fait ça, t'essayes de faire un peu la même chose. Alors, j'ai essayé quand même de m'en préserver un maximum, mais en fait, du coup, ça me donnait même pas envie d'interagir parce que j'étais là, mais en fait, ce sera à qui essaiera de se moquer de toi, mais gentiment, ou qui essaiera de rebondir sur ce que t'as dit pour faire encore plus son intéressant. Et ouais, je me suis dit, putain, c'est toxique, quoi. Ouais, mais tu vois, alors mon mais, il est pas pour défendre quoi que ce soit, parce que j'ai pas du tout envie de défendre ce milieu. Clairement, c'est un truc qui m'a vraiment matrixée, mais c'est ça que j'allais dire. Mais tu vois, en fait, on est tous matrixés depuis toujours. Et que ce soit sur l'idée d'être parfaite, ou le rapport au corps, ou la façon dont on évolue dans la société, on a grandi avec des standards qui sont quand même les standards des années 2000, qui sont quand même des standards qui sont hyper toxiques. Je suis personne pour dire ça, mais une habitude à casser, ça prend des millénaires, genre, tu vois ce que je veux dire? Donc on a tous l'habitude. Et en vrai, je t'assure que moi j'essaye de le casser, et à la fois, des fois, genre, je me retrouve en télé et je reprends l'habitude de me mettre à parler comme ça et d'être mignonne, tu vois? Mais parce que et à chaque fois, je suis là, genre, putain, mais pourquoi? Mais sinon, t'as trop l'impression de faire tâche, en fait. Moi, vraiment, j'avais l'impression d'être un ovni. Et si jamais je me mettais à être comme je suis sur les réseaux, genre vraiment les gens allaient me pointer du doigt en mode mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois? Et je pense que c'est accepter. En fait, il faut réussir à accepter de ne pas prendre le masque qu'on nous tend et genre de se dire non, en fait, les masques, c'est fini. Ça plaît quoi. pas aux gens. Ouais. Mais ça plaît pas aux gens. En plus, d'ailleurs, ouais. Ça plaît pas aux gens. Ah, qu'on mette pas le masque. Ça plaît pas aux gens. Regarde, pourtant tu l'as enlevé et ça plaît. Ouf Twitter. Ah non. C'était une façon de parler, hein. C'est ma number one rule. Ne jamais ouvrir Twitter. Putain, si je n'ai seulement pas j'en Twitter. étais capable. Ouais. Non, clairement. Pourquoi tu supprimes pas ton compte? Parce que j'en ai besoin. Tu sais, c'est une penses question en de termes marketing, de- mais ouais. bien sûr. Et puis aussi, c'est ma façon la plus facile de pouvoir parler aux gens. Encore plus que Enfin, Insta, le plus que facile, TikTok. Non, mais je te moi, j'aime jure, pas du c'est tout le concept. l'interaction. Ouais, mais j'aime pas le concept. T'es limité dans tes caractères. Moi, déjà, ça me va pas. C'est pour ça que je fais Oui, des ça, podcasts je suis d'1 heure et demie. Du coup, c'est très facile de reprendre un truc que t'as dit pour le détourner. Mais ça partout, hein. En plus, Excuse-moi, mais ça partout. je sais pas pourquoi sur Twitter, les gens se cachent beaucoup plus derrière leur écran que sur les autres réseaux. Enfin, T'as ouvert TikTok? alors, j'ai ouvert TikTok, mais c'est vrai que je regarde Parce que c'est jamais quand même mes commentaires. Très similaire. Hein. Ouais, je regarde jamais mes commentaires sur TikTok. Je sais pas C'est pourquoi quand même j'arrive. très similaire. En fait, je suis arrivée sur TikTok en ayant déjà, je pense, tellement de billes avec les réseaux sociaux que j'ai vraiment utilisé cette plateforme en mode ok, une corde de plus à mon arc, on va voir comment c'est, ça va être marrant, mais où en fait je m'en détache vachement plus. C'est-à-dire, tu vois, Instagram et YouTube, je me suis construit avec. Donc je pense que j'ai un attachement hyper fort et du coup les commentaires me touchent énormément parce que c'est ce qui m'a fait, tu vois. TikTok, Franchement, comme moi, j'étais les déjà commentaires, c'est faite, pareil, hein. entre guillemets, et ben je regarde même pas les commentaires, je m'en fous, je suis là genre, franchement, c'est juste pour passer le message. Vous aimez pas, tant pis, tu vois. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir ce recul avec les plateformes avec lesquelles j'ai grandi, on va dire. C'est tes plateformes de. Enfin, c'est con de dire ça, mais c'est tes plateformes bébés. Ouais, de tu vois, cœur, quoi. c'est celles sur lesquelles t'as débarqué. Mais en vrai, je suis vraiment désolée de te le dire, la majorité des gens, ils aiment pas
qu'on enlève les masques parce qu'ils sont habitués au lycée. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont habitués à ce truc de la télé de... C'est con, mais c'est vrai. C'est con, mais c'est vrai. Et moi, je t'avoue que il y a eu plein de moments dans ma vie où j'avais peur de faire certaines émissions parce que j'avais envie de le faire en moi, tu vois, et que je savais que ça allait casser les couilles des gens. Je le savais pertinemment. Et en fait, franchement, me faire critiquer sur mon physique, c'est une chose. Mais ok. On choisit pas son physique. Et puis même, ok. Enfin, je veux dire, c'est moi qui vis avec mon corps, pas eux, tu vois. Ensuite, me faire critiquer sur ma musique, encore plus ok, parce que chacun ses goûts. Mais sur qui je suis ? Ouais, ça c'est dur. S'il vous plaît, genre. Il y a un peu de... Il y a quelqu'un, en fait, dans le corps que vous êtes en train de juger. De malmener, tu vois. Du coup, genre, j'ai déjà été réticente à faire des choses parce que je savais que j'avais envie de le faire de façon naturelle et que j'allais me faire exploser. Et ça m'est arrivé 1000 fois. Mais ça, c'est le pire, je pense, quand tu as l'impression que ton naturel n'est pas assez. Tu vois ? Dans mon cas. Trop dans mon cas. C'est trop bien de comparer et de pouvoir le dire. Non, mais tu vois, juste de se dire qu'il est pas comme ce que les gens aimeraient qu'il soit, parce que c'est un sentiment d'échec, entre guillemets, qui est hyper fort, quoi. Et puis hyper douloureux. Ouais. En vrai, genre, les fois dans ma vie où j'ai eu le plus de mal à passer au-dessus d'un commentaire, c'était pas sur mon corps, c'était pas sur ma musique, c'était quand on parlait de ma personnalité, tu vois. C'est genre... Ok, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas dans la vraie vie, je sais que je suis exubérante, mais vas-y, s'il te plaît, je suis à l'intérieur de l'enveloppe que tu es en train de critiquer, et parfois, tu vois. tu te dis pas c'est injuste. Parce qu'en vrai, les gens qui commentent ça, ils te connaissent pas. Qu'est-ce qui est injuste ? Qu'est-ce qui est Plutôt, injuste ? qu'est-ce qui est juste ? Non, mais en vrai, question. Je sais pas quoi te dire. C'est injuste. Bah oui et non, ça fait pas... Enfin, c'est horrible. C'est horrible. C'est pas injuste, c'est horrible. Mais ça fait partie de mon travail. Donc moi, j'apprends à me construire en sachant que j'aille à droite ou à gauche, bah, je vais m'en prendre une forcément à un moment. Tu vois ? Et donc, t'arrives à ne pas aller à droite parce que les gens attendent que t'ailles à droite ? Ah non. Non, si j'ai envie d'aller à droite, je vais à droite. Okay. C'est un peu un problème d'ailleurs. Franchement, parce que si j'ai envie d'aller à droite, je vais à droite. Si j'ai envie d'aller à gauche, je vais à gauche. Si je vais au milieu, je vais au milieu. Et malheureusement, à part les gens qui sont avec moi décisionnaires de ce que j'ai envie de faire, ah bah si je vais à droite, au milieu ou à gauche, c'est moi qui décide. Voilà. Pourquoi ce serait un problème ? Bah, parce que le problème, c'est comme ça dans ma vie de tous les jours et j'ai pas énormément de filtres et j'ai tendance à être très très honnête. Et en fait, l'honnêteté, c'est pas toujours ce qui convient à tout le monde. Moi, mon avis, c'est que c'est pas l'honnêteté le problème, c'est la susceptibilité. Mais ça dépend, parce que parfois, c'est pas une question de susceptibilité, mais de capacité à accepter ce que la personne en face de toi te balance. Tu vois, c'est pas forcément que de la susceptibilité. Parfois, tu te retrouves face à une personne qui a pas du tout la même sensibilité que toi, et c'est pas forcément quelque chose de susceptible, qui relève de la susceptibilité si c'est quelque chose qui la touche et qui lui fait du mal, tu vois. C'est sûr. Et du coup, j'essaye en ce moment de réguler ça. Mais parfois, je le vois pas, donc c'est un peu chiant. Non, mais je comprends totalement. C'est très dur de... Mais en fait, c'est le biais de l'interprétation, tu vois. C'est toi, tu peux dire quelque chose qui est tout à fait bienveillant, mais la personne va pas le recevoir de la même façon. Et donc, tu vois, si on essaie de froisser personne, je pense qu'on dit plus rien, quoi. T'as tout dit, hein. C'est pour ça que nous, on parle. C'est pour ça que nous, on aime parler. Je suis là. Mais écoute, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton rapport au corps aussi, parce que voilà, même si t'as dit que ça te touche moins que par rapport à ta personnalité, je sais que ça t'a quand même touché. Est-ce que tu arrives à te rappeler le jour, le moment où tu as commencé à ne pas aimer ton corps ? Ah, c'est un moment marquant dans ma vie. Donc oui, très bien. J'ai 12 ans. Je suis devant l'école primaire dans laquelle j'ai été. Enfin, l'une des écoles primaires dans laquelle j'ai été, du coup. Devant mon collège. Et je saute en l'air. Je saute parce que je suis contente. Et mon t-shirt se relève sur mon ventre. Donc, faut imaginer que je suis une petite fille normale. Donc, j'ai pas... je vais retirer ce mot parce que tout le monde est normal. Tous les corps sont normaux et tous les corps sont parfaits. Mais... Tu n'es ni considérée comme... ni considérée comme une personne grosse, ni considérée... Voilà, exactement. Il se trouve que par contre, j'ai un peu de ventre. Ce qui est en fait pas mon problème parce que j'ai 12 ans et que bah, du coup, j'ai autre chose à faire que de me regarder dans une glace. Et là, il y a des garçons
qui, eux, en plus, sont en 3e. Moi, du coup, j'ai 12 ans, donc je suis en 5e. Qui voient mon ventre et qui se foutent de ma gueule et qui m'appellent boule de gras. Et à partir de là, mais alors c'est fini dans ma vie. C'est genre... C'est pas un love-hate relationship avec mon corps, c'est genre juste un hate relationship. Voilà. Hate. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans et j'avance comme je peux avec ça. Parce qu'en vrai, ces 3 mecs-là, ils savent pas, mais ils m'ont cassé en 2 ce jour-là. C'est fou. Putain, je te jure, le poids des commentaires parce qu'il y a 3 mecs qui n'ont pas réfléchi ou qui ont réfléchi et qui malheureusement ont dit des conneries. Ça me hérisse, quoi, parce que c'est des années après de détestation de soi. Tu te retrouves à 26 ans à faire le point sur ta vie et à te dire ok, quand est-ce que dans ma vie j'ai mangé juste pour manger dans ma vie sans ni culpabiliser, sans ni réfléchir, Ben franchement jamais. Jamais depuis mes 12 ans. C'est horrible ou pas? Franchement, c'est horrible. Ouais. C'est nul. Je voulais revenir un peu sur ton enfance, ton adolescence et puis tes débuts du coup en tant que comédienne. Est-ce que avant que la nature te fasse rêver, voilà, ça a toujours été le grand écran, le petit écran même qui t'a fait rêver? T'as toujours voulu pour le coup passer derrière l'écran? Pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. Non. Moi, j'étais de nature très timide et très curieuse de tout. Donc, j'ai toujours adoré apprendre et voilà, sur tous les sujets m'intéressent. Et très vite, je me suis sentie aussi très agressée par les injustices sociales et la misère que je pouvais croiser dans la rue. Et donc, pour moi, vraiment, adolescente, l'important, sauver la nature, c'était bien, mais pour moi, elle était là depuis toujours. Et bon, elle s'en sortirait. L'important, c'était vraiment de se concentrer sur l'humain et d'essayer de réduire vraiment les inégalités et les injustices. Et donc, je voulais plutôt être avocate ou travailler dans l'humanitaire. Et puis, bon, la vie a fait que voilà, j'ai eu besoin de gagner ma vie très rapidement. Et donc, à 18 ans, je suis devenue mannequin. Voilà, j'ai eu l'occasion de devenir mannequin. Et donc, j'ai pris cette voie parce que ça me permettait de gagner ma vie sans faire d'études. Et puis, j'ai jamais aimé ce travail. Loin de là, vraiment, c'est très compliqué comme milieu. Mais ce que j'aimais bien, c'est que je passais 10 heures par jour dans les transports pour aller aux différents castings. Et du coup, je me suis mise à lire énormément. Et j'ai eu là vraiment beaucoup de temps pour lire. Donc ça, c'était le côté que j'aimais bien dans ce travail. Et en fait, c'est vraiment... donc, bon, après, comment je suis devenue comédienne, c'est le patron de mon agence de mannequins on s'aimait beaucoup et lui il me disait que je pourrais jamais être top modèle parce que j'étais pas grande, parce que j'étais pas maigre, parce que voilà, et qu'il était persuadé que ma voie c'était de devenir comédienne et moi je voulais pas en entendre parler parce que voilà, je suivais mon petit bonhomme de chemin, ça m'allait bien comme ça et j'avais pas du tout envie d'être précaire. Et je sais bien que tous les métiers du spectacle, du cinéma, tout ça, c'est des métiers qui sont très, très précaires. Donc, j'avais absolument pas envie de ça. Et c'est lui, en fait, qui m'a obligée. Un jour, il m'a convoquée dans son bureau. Il m'a dit, bon, écoute, c'est simple, je t'ai inscrite au Studio Pygmalion. C'est une école qui va t'apprendre à jouer devant la caméra. Si tu vas pas, je te donne plus de casting de mannequin. Ce qu'on appelle du chantage. Donc voilà, il m'a fait un gros chantage. Bon, j'aurais pu dire non, hein, mais là, j'ai dit bon, d'accord. Et ça a été chouette, ça a été une formation intéressante et qui m'a permis de passer un casting au bout de 6 mois. Et j'ai réussi à l'obtenir. Donc du coup, là... Dès le premier jour de tournage, j'ai su que j'allais vraiment beaucoup plus m'amuser là-dedans que dans le mannequinat. Et que Claude, mon boss, avait bien raison. Donc voilà, c'est comme ça que je suis passée. T'as bifurqué. J'ai bifurqué. Mais j'ai toujours eu très peur de la notoriété, toujours vraiment eu peur de l'idée de jamais savoir de quoi sera fait demain, de pas pouvoir... Franchement, moi, grande admiration pour vous tous, acteurs et actrices. Je trouve ça si difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas. Et c'est un vrai talent qui se cultive, hein, mais c'est vrai que je sais pas, est-ce que tu te mets vraiment dans la peau, c'est-à-dire que tu oublies Lucie quand tu joues, ou t'as conscience qu'il y a Lucie mais tu joues quelqu'un d'autre? Enfin, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe, tu vois.
Oh non, en général, ouais, Lucie, elle n'existe pas quand je joue. C'est très intéressant comme travail, j'avoue, parce que ça permet aussi de développer un peu son sens de l'empathie. Ouais. Parce que nous, les comédiens sont des éponges. On n'invente rien. On ressent et on observe et on partage avec les autres. Donc on est des éponges, on essaye de capter tout ce qu'on peut autour de nous. Et après, on le restitue comme on peut. Voilà. Mais donc c'est très intéressant, mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. Ouais. Et quand t'as des problèmes perso, tu vois, des trucs qui t'occupent l'esprit, est-ce que vous avez, je sais pas, des astuces qu'on vous donne, des process pour mettre de côté tout ce qui vous encombre et qui peut vous empêcher d'être la meilleure personne que vous êtes en train de jouer, quoi? On s'en sert aussi. Okay. On s'en sert, c'est aussi assez thérapeutique aussi comme travail. Mm-hmm. C'est-à-dire que, voilà, bon, il y a nos blessures, nos névroses, tout ce qui nous a construit, et puis il y a ce qu'on vit sur le moment, dans notre quotidien, en dehors du boulot, et qui peut en effet nous affecter. Mais soit on s'en sert dans le jeu, et parce que on peut trouver un lien avec notre personnage, et voilà, soit ou la situation qu'il est en train de vivre, soit on met de côté, parce que de toute façon, quand c'est action, je sais pas comment dire, et c'était pas le cas au tout début, hein, mais c'est venu au fur et à mesure, c'était pas conscient, mais quand on entend action, voilà, on est le personnage, je sais pas comment dire, on switch en fait, on switch parce qu'en effet, on peut pas être dans la vérité de ce que notre personnage va ressentir si on est en même temps dans ce que nous, on doit ressentir. Il faut laisser la place, en fait. Donc, c'est un peu comme la méditation. Mm-hmm. On fait le vide en nous et par les mots, par les situations, par les acteurs en face de nous qui vont nous renvoyer des choses. Et voilà, on réagit, en fait, et organiquement. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Donc... on gagnerait tous à développer cette faculté, je pense. C'est sûr que le théâtre, en tout cas, le théâtre ou le cinéma, c'est très formateur, et j'invite tout le monde, enfin tous ceux qui auraient envie de s'y essayer, à vraiment trouver un cours près de chez eux ou réaliser des petits courts-métrages ou quoi, parce que c'est c'est dans le développement personnel, c'est quelque chose de fort, mais après c'est un outil qui peut être dangereux aussi. Parce que justement, comme on a l'habitude de se couper, enfin de devenir un peu quelqu'un d'autre. De devenir quelqu'un d'autre, oui, ça peut être un peu schizophrène. Et moi, c'est vrai qu'il y a des moments où j'allais pas bien dans ma vie, et je jouais une fille qui allait pas bien non plus. Et je me souviens que le soir, quand j'appelais Adrien, donc mon amoureux, je lui disais, mais tu te rends pas compte de ce que je vis, mon père il est en tôle parce qu'il est pédophile, et moi je dois le sortir de là alors que j'ai pas envie, il me dégoûte mais en même temps je l'aime, et t'es là, oui Lucie, c'est ton personnage, ça, c'est pas toi. Je dis oui, bien sûr, mais tu te rends compte, moi toute la journée je vis ça. C'est clair, en fait, tu finis par le ressentir. Oui, on finit par le ressentir, en fait. Et donc ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, et c'est vraiment... voilà. Prendre soin de sa santé mentale, c'est un sujet dont tu parles aussi. Et j'ai vu dans une petite recherche que du coup, tu avais fait un burn-out. En fait, c'est assez terrible, quoi. J'en viens à en parler dans tellement d'épisodes de podcast, parce que ça concerne tellement de personnes sur la scène publique ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment un mal du siècle. Toi, comment ça s'est manifesté ? Comment t'as fait pour l'accepter et surtout pour rebondir ? Parce que je pense que tu vois, peut-être des personnes qui nous écoutent passent par là, ou peut-être comment ils peuvent faire pour l'éviter. Enfin, c'est assez fou, quoi, de se dire que maintenant, ça concerne autant de monde. Ouais, c'est fou, et en même temps, on vit dans un monde complètement fou, vraiment, qui n'a pas de sens. Donc, en fait, c'est très logique. Ouais, logique dans l'absurdité. Tout ce qu'on pète un câble, c'est normal. Mais, et puis, on est très pressurisé, et puis avec l'arrivée des mails et des téléphones portables, on est dérangé tout le temps. On n'a jamais c'est très très difficile d'avoir vraiment un moment comme celui-ci, privilégié comme celui-ci, exactement. Et à tel point que même moi je vois, j'ai beaucoup plus de mal à rester concentrée longtemps. C'est clair. C'est très difficile. Ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est une grosse difficulté. Moi, comment j'ai fait
mon burn-out, il est venu en plusieurs années. Disons que, en plus, le problème, c'est que quand on est comédien, on choisit aucun timing. C'est-à-dire qu'on nous impose les dates de tournage, on nous impose les dates de promo. Évidemment, tout tombe en même temps à chaque fois. Donc, ça arrive de devoir faire plusieurs tournages en même temps, de devoir faire de la promo en même temps qu'un tournage. Donc déjà, c'est complètement fou au niveau de l'emploi du temps. Et donc, comme bah oui, il y a cette précarité de ne pas savoir ce qui va se passer après, on a tendance à tout accepter. Parce qu'on se dit je sais pas ce qui se passera après, donc il faut que je sécurise, et donc j'accepte tout. Et sauf qu'évidemment on ne peut pas fonctionner comme ça. Si on est censé dormir entre 6 et 9 heures par nuit, c'est bien qu'on a besoin de temps de pause et de repos, et que ces temps sont quand même, enfin je sais pas, 9 heures sur 24 heures, c'est pas anecdotique, quoi. Donc c'est vrai qu'on se dit toujours, mais je vais tenir le coup. En plus, je fais ce que j'aime, donc voilà, tu vois, chance, machin, ça je l'entends, je l'ai tellement entendu, mais t'as tellement de chance de faire ce travail. Oui, c'est sûr, j'ai beaucoup de chance, mais en même temps, c'est un peu lourd. Et puis en plus, c'est comme on donne une partie de nous-mêmes quand même aussi dans le jeu, même dans les interviews et tout ça, ben c'est fragilisant parce que ça peut être récupéré n'importe comment. Donc ça m'a beaucoup fatiguée pendant des années. Et puis la maternité là-dedans, la découverte de la maternité, comment avec l'arrivée d'enfants dans un couple, comment on gère ça, comment on reste unis, comment on s'aime encore plus qu'avant, comment on se déteste pas. Voilà, il y a tout ça qui s'est imbriqué dans la dernière décennie que j'ai vécue et qui était un peu... c'était costaud. Et en fait, un jour, je me suis mise à débloquer. Concrètement, je pouvais plus... je rangeais mon sac à main dans le frigo. Je pouvais plus... Adrien me disait, tu peux faire des pâtes pour les enfants. Je restais devant la casserole, je savais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Je buguais complètement. Ouais. C'est-à-dire que je ne savais plus rien. J'avais l'impression d'avoir l'autonomie d'un enfant de 2 ans. C'est-à-dire 0 autonomie, quoi, quasiment. Et ça a été jusqu'à donc je me suis mise à faire beaucoup de crises de panique, donc très violentes, très impressionnantes, et puis quand la crise est finie, après je pouvais plus parler pendant des heures, et puis il y avait un mot qui revenait, je pouvais dire un mot, puis 1 heure après je pouvais dire 2 mots, puis 1 heure après je pouvais dire 3 mots, mais tout était très très lent et c'était très difficile de récupérer. Donc quand on est maman et quand on arrive là, on a clairement l'idée qu'il faut en finir parce que on sert plus à rien, quoi, que à décevoir en fait nos proches et les gens qui nous aiment. On ne fait que ça, les décevoir et donc se décevoir soi-même aussi. Donc ça a été hyper sombre et très très dur. Et en fait, comment je m'en suis sortie? Une fois que j'ai réussi à faire comprendre à l'homme de ma vie que c'était pas contre lui, que c'était pas volontaire, mais que là j'avais poussé le bouchon vraiment trop loin et que si on me laissait dériver, j'avais vraiment cette impression de dériver à l'autre bout de l'univers en fait. Et que si personne ne me récupérait, je ne pourrais pas revenir. Et donc une fois qu'il a compris ça, que c'était pas que je m'en fichais, parce qu'au début on pense que les gens s'en fichent. Quand quelqu'un fait un burn-out, on a l'impression qu'il s'en fiche de tout, qu'il oublie tout, qu'il fait pas gaffe. Mais en fait, c'est juste que le disque dur est saturé. C'est pas du tout une volonté d'en avoir rien à faire. Et donc il a pris soin de moi beaucoup. Et puis mes agents et tout ça, tout le monde a compris que là, fallait plus m'appeler. Et moi-même, j'ai perdu mon téléphone volontairement pendant 3 mois. Je n'avais aucune idée d'où il était. Et donc doucement, j'ai commencé à aller un peu mieux en passant des heures à regarder mes poissons rouges et mes lapins, parce que on avait des lapins dans le jardin. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai senti que ce serait bien. Et de toute façon, vraiment, j'étais un légume. On me posait quelque part et je restais là pendant des heures. Donc, tant qu'à me poser quelque part devant l'aquarium, quoi. Et en fait, à regarder la vie suivre son cours dans ces microcosmes de l'aquarium ou du jardin,
ça m'a. D'abord, c'était un temps qui était en accord avec le mien, parce que c'était très. Enfin, c'est lent quand même. La nature est assez lente. Le poisson rouge ne bouge pas très vite. Voilà, il bouge pas si vite. Parfois, il tape des pointes, mais. Et donc, c'était un temps qui me convenait. Et puis, bah voilà, je sais pas comment, mais ça m'a ramené à la vie, au goût de la vie. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu, une femme qui est venue me faire de la méditation et du yoga le matin, voilà, tous les 2-3 jours. Et ça m'a énormément aidée. Donc, tout le monde n'a pas les moyens de payer quelqu'un pour venir l'aider. Mais par contre, sur YouTube, on peut trouver énormément de méditations guidées qui sont très bien. Et pareil pour le yoga. Voilà. Et même, à la limite, même si on n'a pas de cours de yoga, juste s'étirer de façon totalement... comment dire consciente? Non, justement. Okay. Enfin, oui, consciente, mais sans chercher à faire quoi que ce soit, juste essayer de ressentir dans son corps où est-ce que ça fait mal et aller tirer là où ça fait mal, parce qu'en général, ça soulage. Et vraiment, voilà, pas avoir peur, pas se juger, pas avoir peur de faire des mouvements hyper bizarres, mais qui font du bien. Déjà, rien que ça, c'est beaucoup. Quels sont les troubles dans ta tête? Tu veux la version longue. La version psychiatrique? Ouais. Alors, donc je suis alcoolique. Je suis malade alcoolique chronique, une forme lourde de l'alcoolisme. Alors, je vais vulgariser, hein, donc je dis ça pour les gens qui nous regardent, parce que Internet adore aller dans les subtilités pour dire que j'ai conscience que tout ce que je dis est un peu vulgarisé, mais c'est pour aller à l'essentiel. Donc, on va dire entre guillemets, que tu as plusieurs formes d'alcoolisme, on va dire, entre guillemets. J'aime pas trop dire ça. Bon, enfin, bon, vous me pardonnerez la subtilité. Bon, grosso modo, tu as des mecs qui vont boire 1 litre par jour ou 2 litres par jour, puis tu as des mecs qui boivent jusqu'au coma, quoi, jusqu'à la mort. Voilà, je suis plutôt dans la deuxième partie. Ensuite, j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, donc un TDAH. Donc tu peux l'avoir avec hyperactivité ou sans hyperactivité, ce qui est quand même un peu différent, parce que l'hyperactivité, c'est une intranquillité physique, comme tu vois, j'arrête pas de gigoter, tu vois. Encore ça va, ce matin, je suis plutôt calme, mais tu vois, j'arrête pas, je bouge, je fais des trucs et tout. Et puis, donc c'est une intranquillité du corps, donc c'est extrêmement désagréable. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, c'est très dur pour moi de lire. C'est très, très, très dur pour moi de lire. Je n'arrive pas à lire. C'est très dur. Je peux me poser devant une série ou devant un film, mais c'est tard le soir en mangeant, parce que j'ai compris que quand je mange, ça me fatigue, et donc j'arrive à me poser. Mais regarder un truc à midi ou à 13h, c'est pratiquement impossible pour moi. Il faut que je sois dans l'action, il faut que je sois en train de faire quelque chose. Et ensuite, je suis, d'après les médecins, je suis haut potentiel, donc c'est pas une maladie, mais je le dis juste parce que pour moi, ça veut rien dire. Hein. Je m'en fous complètement du truc de QI, blablabla. Pour moi, tout ça, c'est vraiment... Pour moi, ça n'a aucune importance. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que le trouble de l'attention avec hyperactivité lié à un haut potentiel change un peu la forme du trouble de l'attention avec hyperactivité et change un peu la forme du haut potentiel. En gros, le haut potentiel influe sur le TDAH et le TDAH influe sur le haut potentiel. Ce qui fait que ça donne une forme des deux trucs un peu différents. Donc, c'est important de le savoir quand tu veux te comprendre. Et ensuite, je suis obsessionnel compulsif et obsessionnel idéatif. On pense que c'est le lien entre le HP et le TDAH qui génère un peu une surchauffe du cerveau, ce qui fait que le cerveau se trouve des obsessions, grosso modo. Alors après, il y a plein de théories sur ce sujet-là, des obsessions compulsives, idéatives et tout. Il y a plein de théories, mais il y en a une que je trouve assez intéressante, c'est qu'en gros, le cerveau génère des obsessions sur les sujets les pires pour pouvoir gérer le quotidien. Grosso modo, avec le CV psychologique que j'ai, le quotidien devrait être très compliqué à gérer émotionnellement, au niveau du taf, au niveau de mes relations avec les gens. Ça l'est d'ailleurs. Hein. Et pour arriver finalement à dédramatiser le quotidien, le cerveau vient te harceler sur des sujets les pires, en les inventant d'ailleurs souvent, ou en les exagérant, afin de trouver le quotidien finalement presque fade. Et j'aime bien cette théorie parce qu'elle résonne. Il y en a d'autres, mais celle-ci, je trouve qu'elle est intéressante. Et je pense que c'est proche de la vérité. Quand est-ce que tu as découvert tout ça? Alors, ça, j'ai depuis tout petit. Hein. Après, je l'ai... T'as été traité petit? Non, pas du tout. Non, personne ne comprenait trop. Mes parents, ils m'ont laissé voir des psys assez jeunes. À 14-15 ans, je crois que j'ai vu mes premiers psys. Médecin généraliste, on a commencé à lui dire
il est quand même un peu chelou. Donc il m'a filé des trucs aux plantes pour essayer de me calmer. De l'homéopathie. Ouais, Sans clin d'œil à anesthésie générale. Ça n'a pas marché. Et après l'adolescence, j'ai vu des psys mais qui m'ont dit non, c'est l'adolescence, ça va passer. Je dis c'est pas possible, ça a commencé avant l'adolescence. Je dis non, mais c'est l'adolescence. Donc j'ai attendu l'adolescence, puis ça n'est pas passé vu que ça n'était pas dû à l'adolescence. Et puis après, un peu plus tard, vers 20-25 ans, ça a augmenté. Je suis retourné voir des spécialistes qui m'ont dit non, il faut boire de l'eau. Non. Donc voilà, ça va aller, manger des fruits. Voilà. Et donc voilà. Ça a commencé comment, le fait de boire? Très jeune, hein. Comme tout le monde, je crois. Tu bois ta première coupe de champagne avec ta famille, et puis sauf que moi, ça me fait un effet très, 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 très jeune. Je sens que c'est le truc le plus merveilleux de ma vie, quoi. C'est-à-dire que ça génère quelque chose dans ma tête, dans mon ventre, dans ma poitrine, je sens que c'est beaucoup plus fort que tout le monde. Et puis, l'envie d'en consommer beaucoup, beaucoup, et puis... Et donc très vite ça me fait peur parce que je sens bien que voilà, je vais te faire un résumé hein, parce que je vais pas te faire jour par jour de mes 14 ans à mes 38 ans maintenant. Mais bon, en gros, quand je bois 10 fois plus que tout le monde et je me mets dans des états abominables. Je passe de phase de je bois plus rien pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois à je bois juste le samedi, je bois 3 fois par semaine. Enfin bon, j'oscille comme ça sur des phases et des périodes de ma vie. Mais de toute façon, à partir du moment où je prends un verre, j'en bois 45. Ça, c'est sûr et certain. Et ce que je recherche à chaque fois dans l'alcool, c'est de ne plus du tout être lucide, quoi. Je me mets dans des états abominables. Ça, c'est systématique. Donc j'ai très vite conscience que j'ai un petit problème avec l'alcool. Donc par exemple, j'ai pas d'alcool chez moi, enfin je fais des trucs, je lutte. Donc j'arrive, on va dire, à tenir le truc pendant pas mal de temps, sans que ça se voit trop, sans que ça impacte trop ma vie professionnelle. Et puis vers 29-30 ans, mes troubles aussi dans ma tête augmentent, hein, parce que je comprends de moins en moins ce qui m'arrive, ça me génère des flashs, des obsessions, des trucs, enfin c'est vraiment le chaos dans ma tête tout le temps, et encore plus avec l'alcool évidemment. Et vers 29-30 ans, je me dis, je vais m'autoriser un petit verre tous les soirs, quoi. Voilà. Et alors là, à partir du moment où je me suis dit, je peux boire tous les soirs, alors, tu sais, j'attendais toujours, mais tu sais, j'allais faire mon sport et tout, hein. Je me disais, mais non, c'est après le sport, donc j'allais faire mon sport. Et si j'avais du travail, je buvais pas jusqu'à ce que j'ai fini de travailler, mais que je finisse de travailler à 20h, à 23h ou à 1h du matin, ce qui est sûr, c'est que j'allais me coucher bourré, quoi. Donc je mettais, si j'avais pas le temps, j'allais me boire 2-3 bouteilles en 1 heure pour me casser. Et j'ai commencé et voilà. Et donc là, ça a été terrible. Et là, en 1 an, j'ai commencé à me lever le matin, à avoir des angoisses tellement fortes que je me disais, je vais pas arriver à faire cette promo, je vais pas arriver à faire cette interview, je vais pas. Donc j'ai commencé à mettre à boire des shots de whisky avant de faire des trucs le matin pour juste essayer de calmer, juste soit retrouver de la bonne humeur parce que j'en avais plus. Soit calmer mes angoisses, tu vois, parce que j'avais les mains qui tremblaient et tout, j'étais vraiment mal. C'était pas l'alcool, hein, c'était les angoisses. Parce que pour trembler à cause de l'alcool, c'est que ça a touché ton système nerveux, tu vois, c'est pas le cas pour moi. Mais juste l'angoisse, quoi. Et puis voilà, puis là, c'est mort. Et alors là, tu commences à boire le matin, là, c'est terminé. Là, après, tu commences à boire le midi. Après, en vacances, je buvais tous les matins. Officiellement, je buvais le midi. Mais en fait, je me le bats à 11h. Et à 11h30, j'attaquais, tu vois. Donc, c'était quand même se boire en se levant, puis ainsi de suite. Et puis jusqu'à un jour où je tombe dans une dépression, je pense, très sévère, et je me mets à boire. Et là, on ne sait pas, je perds le contrôle, et je bois tout le temps. Je bois du matin au soir, tout le temps, pendant des semaines. Et bon, là mon entourage commence à s'inquiéter, etc. Jusqu'à ce que je me retrouve au bord d'une fenêtre. Voilà. Et c'est là le déclic où je vais descendre de cette fenêtre, finalement, et je vais partir en cure, etc. Est-ce que c'est du fait de l'alcool que tu t'es retrouvé sur ce rebord de fenêtre à finalement te dire la mort est préférable à la vie? Tu sais, pendant un moment, j'ai même dit à mon meilleur ami Michael, qui est mon associé aussi, c'est lui qui m'a trouvé au bord de la fenêtre. Je savais pas qu'il allait rentrer dans la pièce. Hein. C'est un coup du hasard qui fait qu'il monte et qu'il a la clé de ma chambre. Et pendant un temps, quand j'ai écrit ce spectacle, je disais à Mika, mais est-ce que j'ai le droit de parler de tentative de suicide? Tu vois, on peut en discuter, tu vois, parce qu'en vrai, j'ai pas sauté. Lui, quand je lui ai posé la question, il a rigolé. Hein. Il m'a dit, mais t'étais au bord d'une fenêtre à 20 mètres de haut et t'as poussé sur tes bras comme ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fallait que tu... Parce que là, si t'étais en bas, de toute façon, tu pouvais pas en parler. Donc lui, il s'est étonné que je me pose cette question. Mais moi, je me dis, oui, il faut que je sois vraiment honnête intellectuellement. Je trouve que l'honnêteté intellectuelle est quelque chose de... c'est un truc qui me... précieux. Bien, mais oui, mais bon, moi, en fait, je peux pas défendre un truc si j'en suis pas convaincu, tu vois. Et en fait, je me suis... En réanalysant le sujet,
j'ai su que je pouvais parler de tentative de suicide parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, et je le raconte d'ailleurs sur scène, c'est que j'ai ressenti de la joie. J'avais déjà eu des moments où j'avais des médicaments devant moi et tout ça, et où je disais je vais les prendre, même je les ai mis dans ma bouche, puis je les recrachais, ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ces moments. Mais j'ai vraiment senti que mon cerveau avait déconnecté, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti de la joie, une espèce de joie, vraiment, j'étais content, quoi. J'étais heureux, et j'ai fait ça. Donc, et puis mon instinct de survie s'est réveillé au moment où j'allais tomber, vraiment. Donc voilà, on y était, quoi. La différence, donc, c'est ce moment où ton cerveau déconnecte l'instinct de survie et où l'instinct de survie devient la mort. C'est-à-dire que ton cerveau, à ce moment-là, il déconnecte la peur de la mort et il génère chimiquement quelque chose dans ton cerveau qui fait que la mort devient quelque chose de joyeux et une solution géniale. Libération. Donc, on est sur un moment de folie. Moi, j'appelle ça de la folie. C'est-à-dire que tu n'es plus dans un état de lucidité. À ce moment-là, j'ai 31 ans, je réussis tout ce que j'entreprends, j'ai de l'argent. Il n'y a pas de raison factuelle de trouver ça chouette de se jeter dans le vide. Mais la santé mentale, elle est pas rationnelle. Non, mais donc ce que je veux dire, c'est que d'abord, faut bien comprendre ça. Je trouve que c'est important de le dire. C'est que c'est un moment de folie qui peut durer 1 seconde de trop, juste 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, tu vois. Mais c'est un moment de folie pour moi. Après, qu'est-ce qui t'amène à ça? Effectivement, l'alcool. L'alcool est un dépresseur. Donc, si t'es dépressif, si t'as des problèmes dans ta tête et que tu bois de l'alcool, tu empires ton état. C'est mathématique et c'est factuel. Ensuite, les obsessions. Les obsessions, pour moi, c'est un des trucs qui me... Les obsessions, quand, en tout cas, la forme que moi j'ai, c'est abominable. C'est-à-dire que tu imagines le pire truc, le truc qui t'angoisse le pire dans ta vie, et t'as ton cerveau qui, toute la journée, chaque seconde de ta journée, va créer des liens avec tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens, tout ce que tu touches. Il va aller générer une image, l'image la plus terrible sur le sujet qui t'angoisse le plus. C'est-à-dire qu'il va casser les temporalités, il va prendre le futur, le passé, le présent, il va mélanger tes proches dedans, il va supposer des choses. Je veux dire, la matière en plastique de ta plante sur le mur pouvait me générer, quand je suis en crise, peut me générer une image qui va me faire comme un coup de poignard dans le cœur. Donc quand tu es en crise, parce que je faisais ce qu'on appelle je crois qu'il appelait ça des embrasements, il appelait ça mon psy. Quand je faisais des embrasements, il n'y a plus rien qui m'apaise. Je peux même pas me mettre dans un lit parce que les frottements des draps me génèrent encore des images. Je peux pas écouter de musique, il n'y a rien. Il faudrait que je sois dans un espace neutre, vide, en l'air, comme ça, peut-être dans l'espace. Et encore, je pense que je verrai des étoiles et mon cerveau, il arrivera à dire « Ah, les étoiles !» Donc, c'est tout un tas de trucs. Mais ça, c'est propre à moi. Les autres personnes qui, malheureusement, ont fait des tentatives de suicide dans leur vie, c'est d'autres sujets. Moi, c'était ça. C'est que je ne savais plus comment arrêter mon cerveau. Et je pense que mon cerveau, d'un point de vue purement physiologique, je pense qu'il y a une surchauffe. Il fait et à un moment donné, il dit « Ah putain, la fenêtre, super, génial. » Eh ben, sautons. Voilà, je pense que c'est ça, quoi.